Nouvelle journée, nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux challenges. Un plaisir de vous retrouver pour parler d'entrepreneuriat, coaching numérique, agriculture, sans oublier notre débat du jour où nous abordons une question assez sensible mais d'actualité, les violences physiques sur mineurs. Nous aurons sur ce plateau des spécialistes de la protection de l'enfant qui vont nous apporter leur expertise. Mais avant de développer tout ceci, permettez-moi d'installer mes rubriques. Jennifer, Boris, bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour Rebecca. Vous avez un beau chapeau. Oh, c'est gentil, on ne me dit pas ça. Hein. C'est gentil, c'est gentil. Vous allez bien? Ça va. Boris n'est pas d'accord avec Jennifer. Trop joli. De toute façon, il ne réagit pas. Non, c'est trop joli, parfait. Vous n'aimez pas mon look? J'adore. J'adore. Alors, comment vous allez? C'est déjà va. le jeudi. Racontez-moi un peu votre semaine. Je commence par Boris. Bon, Comment est-ce que ça se déroule jusque-là? on remercie Dieu que la pluie a commencé par baisser un peu. Puis on peut maintenant se déplacer et puis ça va. En tout cas, tout se passe bien. Vous êtes contre la pluie? J'aime pas trop. Pourquoi? Bon, j'aime pas. On va manger, mais on va garder l'eau en réserve et puis après on va l'utiliser, pourquoi pas. D'accord. Ça, Alors, c'est Jennifer? une bonne méthode. Hein. Si franchement la pluie pouvait disparaître, ça va Rebecca, routine est chez moi. Rien de spécial, boulot, Je sais, maison. je te vois tout le temps. Voilà, Toutes les donc manières. il n'y a rien de particulier. D'accord. On installe aussi notre entrepreneur de la semaine, une invitée de Ariane Da Silva. Donc, je demande à Madame Aguidi Reine de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau. Bien sûr, vous pouvez prendre par ici. Vous savez hein, que chaque jeudi, par ici, on parle d'entrepreneuriat. Je sais que cette rubrique, en quelque sorte, parfois coïncide ou bien épouse parfaitement les idéaux aussi de la rubrique Très de bien. Boris, n'est-ce pas? Très bien, oui, parce que c'est ça. Entreprendre avec le numérique aujourd'hui, chose facile, ça se passe sans commentaire. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui entreprendre sans le numérique, sans le digital, n'est-ce pas? Pas possible. N'est-ce pas? Et je suis sûre que Reine Aguidi ne nous dira pas le contraire. Reine Aguidi, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Très Vous bien. allez très bien. Alors, Reine Aguidi, vous êtes journaliste de formation, donc je dirais bienvenue, chère consoeur. Après quelques temps de stage dans ce domaine, vous avez accepté le premier boulot qu'on vous a accordé, mais non, ce n'était pas un boulot pour exercer votre métier de base, pas du tout. Vous laissez ainsi le monde des médias, histoire de subvenir à vos besoins certainement. Oui, c'est bien cela. Pourquoi vous avez laissé le monde des médias? Parce que, vous savez, on a toujours des besoins. D'accord. D'accord, donc les stages dans ce métier, vous savez que ça ne fait pas trop bien, au contraire. Donc les besoins s'accumulaient et je n'avais pas les moyens de continuer ainsi. Donc j'ai pris le premier boulot que j'ai trouvé. Alors, vous n'avez pas laissé le journalisme, pas parce que ce n'était pas une passion, mais plutôt parce que les moyens vous faisaient défaut. Exactement. C'est bien ça. Oui. D'accord. Alors, quelques temps plus tard, vous déposez le tablier pour un seul but, entreprendre dans le secteur de l'entretien et du nettoyage des cadres de vie et du travail. Reine, pourquoi ce choix maintenant? Oui. En fait, tout a commencé après l'obtention de ma licence professionnelle en journalisme. Voilà. Comme vous l'avez dit, j'ai fait les stages. J'ai fait les stages pour quelques temps, mais ça ne donnait pas, je n'avais pas de revenus, donc j'ai laissé. Donc, parce que généralement, par ici, quand même, je veux parler de notre contexte au Bénin, les stages ne sont pas payants. En tout cas, généralement, n'est-ce pas? Exactement. Du coup, lorsque, chemin faisant, j'ai également compris que je n'étais pas du genre à supporter les caprices de manager. D'accord. Oui,
ça ne répondait pas. À travailler pour quelqu'un. Voilà, ça ne à se répondait lever tous les jours et se dire, ben, je dois aller au boulot, mon patron m'attend, mon boss m'attend, vous n'êtes pas du genre. Pas du tout à ma personnalité. Du coup, j'ai continué quand même quelques années. J'ai exercé. Mais le second point, ce qui a donné l'autre déclic, c'est la maternité. Lorsque j'ai accouché, les difficultés se sont multipliées. Vous savez, quand on est mère, il y a forcément des contraintes à la maison qui te poussent. Par exemple, un enfant qui est malade et tu passes totalement une nuit blanche le lendemain, tu es obligé de te pointer à l'heure. Voilà. Le manager, et des fois, il te comprend, des fois, il ne te comprend pas. Même s'il fait semblant de te comprendre aujourd'hui, il laisse passer. Quelques jours plus tard, tu verras que ça te revient en plein visage, en fait. Parce qu'on se dira, mais tout le temps, c'est toi. Tout le temps, c'est toi. On ne comprend pas. Donc, c'est un peu ça. Et par la suite, mon dernier boulot que j'ai laissé, c'était toujours la même chose. J'avais vraiment du mal à accomplir pleinement mes tâches professionnelles et répondre aux tâches de mère, de femme au foyer et d'épouse. Voilà. D'accord. Ce choix a-t-il été difficile pour vous? Bon. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez fait le choix d'entreprendre, est-ce que c'était réellement par contrainte, je vais faire comment, il faut que j'aille à l'entrepreneuriat, ou ça a été un choix assez facile pour vous? La situation dans laquelle j'étais avait facilité les choses. C'était soit ça ou continuer à me leurrer en tant qu'employé. Donc, ça a été assez facile de démarrer. Certes, il y a des difficultés. Il y a forcément des difficultés. En même temps, vous travaillez avec, vous êtes employé quelque part, embauché quelque part, il y a toujours des difficultés. Mais comment vos proches ont accueilli la nouvelle? Vous avez dit que vous êtes mère, donc je vais commencer par votre conjoint. Comment est-ce que votre conjoint a accueilli la nouvelle et aussi vos proches, vos parents qui ont payé votre scolarité, votre formation et du jour au lendemain, vous décidez d'aller vers l'entrepreneuriat? Déjà, je vais commencer par mes parents. D'accord. Mon papa, jusqu'à présent, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il pense que je suis en train de choisir un mauvais chemin parce qu'il trouve que le journalisme, c'est assez parfait pour une femme de mon genre et que j'allais exceller dedans. Et il rêve toujours que je revienne dedans. Ça, c'est une réalité. Bon, en ce qui concerne mon mari, c'est une idée que j'avais en place depuis quelques années. Donc, il nourrissait ça déjà avec moi. Mais le fait d'avoir démissionné du dernier boulot, il n'a pas du tout accepté. Parce que les réalités, je suis mère de 2 enfants, les contraintes, les difficultés, tout est là. Et parce qu'il faut aussi apporter sa contribution. Sa contribution, c'est très important. Donc, il n'était pas vraiment d'accord au départ. Mais lorsque j'ai arrêté et après qu'il ait vu comment j'ai pris les choses en main, il a commencé par céder et j'ai son plein soutien actuellement. D'accord. Donc vous avez le soutien de votre époux, de votre conjoint, mais pas le soutien de votre père, ou bien vous soutiez, mais malgré lui? Malgré lui, il me soutient. Il n'est pas catégorique, mais il me laisse faire. D'accord. On va dire tout simplement à papa, on lui fait un petit coucou, on lui dit en même temps que c'est pas facile, mais parfois seuls ceux qui sont dans le métier peuvent comprendre les contraintes aussi liées déjà au métier de journalisme. C'est pas facile du tout pour une femme. Déjà, et pour une femme mère, parce que tu dois te lever tôt pour aller au boulot, il y a peut-être un reportage à 6 h du matin, à 7 h du matin, c'est les contraintes du boulot, donc il ne faut pas lui en vouloir trop, ok? Non, il y a une nuance là, je n'ai pas laissé à cause des contraintes du journalisme, c'est parce que je n'avais pas le retour financier. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas dit qu'en continuant, ça allait porter ses fruits? Parce qu'il y a quand même beaucoup dans notre corporation qui au début ont commencé sans les moyens financiers. On fait des stages pendant des années, on n'a pas de retour financier, mais un jour ça porte ses fruits. Exactement, pourquoi vous avez vite rebroussé chemin? La patience, exactement. Il faut la patience en toute chose. Et aujourd'hui, je crois que j'ai acquis cette notion-là. Ok, la patience. Oui, donc aujourd'hui, vous vous dites qu'il vous a manqué un peu de patience. Voilà. D'accord. Ce qui est sûr, on vous attend toujours, on va vous accueillir dans la corporation. Alors aujourd'hui, cela fait combien de temps d'entrepreneuriat pour vous? Je me suis lancée il y a 1 an. Il y a un an, il y a un exactement. an, je me suis vraiment lancée dedans. Ok. Dans Et le monde. comment est-ce que ça se passe? Oui.
Bon, je dirais que chaque jour, le défi que j'ai à relever, c'est de pouvoir trouver des personnes de confiance pour travailler dans les maisons, auprès des familles et des entreprises. C'est assez compliqué de dénicher une personne de confiance à chaque fois. Donc, j'essaie de faire un travail minutieux sur ce terrain-là parce que je fais du placement de personnel de maison. Okay. Voilà. Et puis, je mets aussi des agents à disposition pour les entretiens selon le besoin. D'accord. C'est vrai, vous avez parlé de confiance et je suis tout à fait d'accord parce que prendre l'engagement d'envoyer quelqu'un travailler dans la maison de quelqu'un d'autre, il faut forcément s'armer d'abord de courage, de confiance et de patience parce que la manière dont vous voulez que le travail soit accompli, soit fait, c'est pas forcément le cas. Mais au début, à vos débuts quand même, c'est vous-même, vous alliez vers les personnes pour travailler directement, c'est ça. Et à un moment donné, vous avez voulu maintenant vous entourer d'autres jeunes? Bien sûr. Au départ, j'ai commencé moi-même. Je vais chez les gens, je nettoie. Je nettoie même les douches et tout. J'aide les... Bien sûr. C'est parfait. Je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. Je nettoie, histoire de montrer l'exemple aux autres qui me secondent, savoir comment est-ce qu'il fait, parce que la qualité de travail, c'est très important. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous, parce que ce qui démarque chaque entrepreneur, c'est quand même l'innovation et la qualité. D'ici 10 ans, Reine Guidi voit son entreprise où? Très rapidement. Voilà, je rêve d'ici 10 ans, voir mon entreprise dans plusieurs pays, dans plusieurs villes du Bénin. Et surtout, chemin faisant, si j'arrive à trouver les moyens, parce que moi, mon objectif ne se limite pas simplement à l'entretien et au nettoyage des cadres de vie. C'est beaucoup plus de mettre des moyens, des outils à la pointe de la technologie à disposition de ces demandeurs, afin que le travail soit rapide, efficace et que je sois très compétitive. Sur le marché. Elle a parlé de la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a comme... Oui, il y en a des outils qui peuvent aider à rendre le cadre de vie très sain. Oui, facile, parce que déjà, si elle a une plateforme, et sur cette plateforme, les clients sont partis s'inscrire, automatiquement, les images où on a nettoyé, on peut filmer et lui envoyer, apprécier en même temps, commenter et dire maintenant on peut augmenter le chiffre d'affaires. Voilà. Surveiller même de loin les agents qui travaillent sur le terrain. C'est aussi facile que ça. D'accord. Donc c'est pour cela, hein, pour son expertise dans le domaine de la technologie, du numérique, que je vais vous permettre d'attendre pour suivre avec nous sa rubrique qu'on installe tout de suite. Coaching numérique avec vous, Boris. Aujourd'hui, nous parlons de l'utilité de la publicité numérique. Oui, tranquille. En 7 minutes. Oui, en 7 minutes, on y va tout de suite parce que je prends déjà l'exemple de Madame tout à l'heure qui parlait de son... Madame Reine Aguidi. Qui propose bien sûr un service dans les maisons, nettoyage et autres. Elle peut aller au-delà de ça. Mais non, on ne vous connaît pas. Par exemple, moi, je ne vous connais pas. Vous voulez faire la publicité sur le numérique. Je prends le cas des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Pas de problème. Vous décidez d'y aller. Déjà, il faut faire une typologie. Une typologie veut dire quoi? Je connais le message que je veux diffuser. Supposons que je veux parler du diabète, par exemple. Je suis un monsieur dans la médecine, je veux parler du diabète. Quel est le message que je veux passer? Je peux dire maintenant, le diabète se traite maintenant. Je le mets seulement comme ça dans ma typologie. En bas, je mets la cible. À qui? Population, les personnes malades et les hôpitaux. Je mets ça. Et maintenant, en bas, il faut forcément mettre ce que je veux, les résultats attendus. Je veux qu'il y ait du monde et que je puisse aussi me faire de l'argent. Après cette étape, il est normal maintenant d'aller sur notre terrain. Qu'est-ce que je diffuse sur les réseaux sociaux, sur Internet, si ce n'est pas un visuel, une affiche numérique ou carrément une vidéo? Je prends le cas spécifique d'un visuel. Certainement, vous avez réalisé un visuel une fois. Oui, n'est-ce pas? Comment vous l'avez réalisé? Franchement, je l'ai confié à un spécialiste pour le faire. D'accord. Quelqu'un a appris pour le faire. Est-ce que vous savez que déjà il y a un travail qui se fait en amont? Parce que quand on prenait le visuel, sur le visuel, qu'est-ce que j'écris? La première phrase, ça peut être maintenant 2 mots, 3 mots, une phrase entière avec un verbe qui accroche. Ça veut dire quoi? Je prends le cas du diabète aujourd'hui. J'ai fait une typologie. Maintenant, la phrase qui est là, cette principale phrase, je peux dire maintenant par exemple,
le diabète, c'est terminé. Celui qui voit ça sur un réseau social se dit maintenant que waouh. Pourquoi lui dit le diabète, c'est terminé? Il est intéressé par Il va ça. chercher à aller voir. Il descend. Après la phrase d'accroche, je mets une image de mon médicament que je vends. Je mets guérison dans 5 jours. C'est pas possible. J'appuie en même temps la première phrase. Donc on me dit maintenant que guérison dans 5 jours, donc c'est possible quoi. Je descends encore une petite phrase en petit format à côté. Après guérison dans 5 jours, je dis maintenant là que si vous réussissez à trouver mieux ailleurs, on vous rembourse. Tout ça me rassure. Ouais. Attention, vous arrivez à rassurer maintenant le client. Et vous dites encore livraison gratuite. Avec le numéro de téléphone, et votre slogan en bas, votre visuel est terminé. Soyez-en sûrs, tous ceux qui passent reviendront à vous. Ils vont chercher maintenant forcément à avoir ce que vous faites. Parce qu'ils sont accrochés. Ils sont accrochés. Imaginez quelqu'un qui dit maintenant qu'aujourd'hui, même sur un visuel, la mort n'existe plus, on ne peut plus mourir. Vous êtes folle quand vous voyez ça, vous allez dire maintenant qu'est-ce que c'est, on ne peut plus mourir aujourd'hui. Qui veut mourir? Jésus est décédé, il est revenu en vie. D'accord, donc il faut trouver l'accroche et les thèmes-là pour pouvoir maintenant fédérer les gens autour de vous et vous faire de l'argent. Donc si vraiment vous ne le faites pas, et c'est une phrase qui est diffusée comme ça, une phrase banale, soyez-en sûrs, ceux qui sont en train de lire, ils ne reviendront pas. Et il y a une différence entre le numérique et les postes télévision, radio. À la télé, la publicité passe. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. À la radio, vous écoutez, vous pouvez revenir en arrière. Mais sur les réseaux sociaux, je vois l'image, je reviens encore en arrière, je télécharge, je partage à mes parents, à ma famille, je dis waouh, ça a guéri, ceci, ça commence. Maintenant, si votre produit est efficace, vous êtes sauvé. Pareil pour les vidéos. Une vidéo aujourd'hui, il faut le message. La principale information, il faut la choisir, l'accroche, pas choisir de n'importe quoi. Une phrase qui accroche, pas besoin d'écrire tout un paragraphe. Juste 2 mots, 3 mots. La mort n'existe plus. Voilà, c'est une question. Il y a une question qui m'intéresse. Non, ça pour vous dire qu'il vous reste une minute. Une minute. Donc, je veux dire à ceux qui nous suivent là maintenant là, que le choix du visuel est très, très important. Il ne faut pas maintenant faire... On peut faire un beau visuel, un joli visuel, mais si l'information n'est pas utile, on ne vend pas. Voilà. Tout simplement. Moi, je retiens l'accroche en langage journalistique. On parlera de l'attaque. On va parler aussi de la chute, très importante, et du message. Ouais. J'ai bien résumé. Très bien. Donc, la publicité, l'utilité de la publicité numérique, ça c'était un coup gratuit, hein, Reine. J'ai voulu vous faire patienter pour suivre ce coup-là rapidement. Et je suis sûre qu'après ce coup, vous allez changer votre manière d'accrocher votre cible, surtout pour votre business. Reine Aguedi, merci et bon retour. J'espère vous revoir par ici. Dans 10 ans peut-être, pourquoi pas? Peut-être. Ou dans 5 ans. À tout à l'heure. Place à présent à notre débat. Alors, je parlais de notre débat. Nous abordons aujourd'hui un sujet assez sensible, je le disais à l'entame de cette émission, mais quand même d'actualité. Il s'agit des violences sur mineurs. Nous partons d'un cas qui a fait le tour des réseaux sociaux, une agression physique sur mineur. Heureusement, l'auteur a été localisé dans le zoo et arrêté par la police. Selon les faits, relayés d'ailleurs à travers une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agirait d'un enfant de moins de 3 ans. La vidéo montrant un homme agressant physiquement le petit enfant pour des raisons qu'on ignore. Indignés, les internautes ont vivement appelé la police à se saisir du dossier pour que justice soit faite. Relayée abondamment donc sur les réseaux sociaux, la vidéo a pu attirer l'attention de la police qui a pu interpeller l'auteur d'agression contre l'enfant mineur. Nos sources renseignent qu'il serait localisé dans le département du Zou et serait placé en garde à vue au commissariat pour être présenté au procureur de la République très prochainement. Il sera jugé pour des faits de coups et blessures volontaires contre un mineur, ce qui peut-être a été déjà fait puisque les faits remontent à la semaine du 4 octobre. Nous n'allons pas nous attarder sur ce fait précisément, mais nous partons de ce fait pour aborder la question des violences faites
aux mineurs. Pour en parler en plateau, mes chroniqueurs bien sûr, Jennifer et Boris, mais également 2 spécialistes de la question de protection des enfants, coach Noé Consolas Ronconou. Vous êtes chargé suivi et évaluation à l'ANACEB, l'ANACEB qui est l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. C'est bien ça. Bonjour, merci d'être avec nous ce midi. À vos côtés, Elodie Kakpo, vous êtes la coordonnatrice nationale de l'ANACEB, toujours donc l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord. Alors, ma première question s'adresse d'abord à mes chroniqueurs. Un mot rapide sur ce fait d'agression physique sur mineur qui s'est déroulé dans le zoo. Boris? Bon, c'est vrai que j'ai pas eu... Vous avez vu les images sur la toile? J'ai vu les images, mais j'ai pas eu ample information. Là, j'ai eu une précision, seulement que je déplore ces cas de figure. Et je pense qu'il est grand temps maintenant qu'on sanctionne, qu'on punisse véritablement pour que les gens puissent arrêter. Parce que c'en est de trop. Pas seulement au Bénin, il y en a aussi ailleurs. D'accord. Jennifer? Je partage le même avis que Boris. Ce sont des choses qui arrivaient, mais qu'on ne savait pas. Donc, heureusement, les réseaux sociaux mettent cela en avant maintenant. Je suis sûre que s'il n'y avait pas eu tous ces appels, la police ne se serait pas saisie du dossier. Donc, vraiment, je dis bravo déjà à la police et vivement et à la population, aux internautes qui tout le temps taguent les forces de l'ordre dans des cas pareils. Et j'espère qu'on va vraiment en finir avec ces choses. En fait. On l'espère, on l'espère. Coach Noé, avez-vous vu ces images, les images de cet homme tabassant 7 enfants qui, selon les faits relayés, aurait moins de 3 ans? Exactement, c'est devenu une vidéo virale sur l'internet, sur les réseaux, et en tant qu'acteur de la protection de l'enfance, ces faits attirent toujours l'attention, donc je l'ai également bien vu. C'est des éléments d'atrocité qui ne sauront être autorisés dans notre pays. Quel a été votre sentiment à la vue de cette vidéo en tant qu'acteur de protection de l'enfant? Bien sûr, quand moi j'ai vu cette vidéo, je savais que quoi qu'on dise, la police interviendra. Je le savais parce que c'était un peu de trop et je me suis dit, bon voilà, il y a des gens qui sont toujours là et qui ne comprennent vraiment pas de quoi on parle, mais avec le temps, nous espérons que tout cela sera amélioré très bientôt. D'accord. Votre avis sur la question très rapidement? Moi, je dirais que... Et je dirais non. Élodie, pardon. Moi, je dirais par contre que, quelle que soit la gravité de l'acte d'un enfant, ce genre de violence ou de châtiment ne devrait pas être accepté. D'accord. L'enfant doit être protégé, c'est un être humain à part entière qui doit bénéficier de l'amour et de ses droits. D'accord. À quel moment parle-t-on de violence sur mineur? Je veux dire, quelle est la limite entre essayer de faire comprendre à son enfant que l'acte qu'il a posé, il ne devrait pas le faire, donc juste lui donner quelques coups, et les coups qualifiés de violents? Moi, je vais partir du cadre du Code de l'enfant en République du Bénin dans son article. La loi 2015-08, dans son article 130, qui dit que l'État doit veiller à ce que ce soit dans les institutions publiques ou privées, dans les établissements ou même dans la famille, que la discipline doit être exempte de châtiments corporels ou toute forme cruelle ou dégradante affligée à un enfant. Tout ça en français est plus facile pour nos téléspectateurs. Alors c'est pour dire qu'à la limite, éduquer un enfant, ce n'est pas forcément le battre, le frapper de cette manière. Votre enfant peut poser un acte qui vous énerve et vous pouvez le mettre devant le fait accompli, lui dire « Regarde ce que tu as fait, c'est pas bon », ne faites pas ça avec des mots terre à terre ou la manière. Ou même patienter le soir et après vous appelez votre enfant, vous lui dites « Tu vas ou allumer quelque chose, une vidéo peut-être qui a rapport avec ce que l'enfant a fait pour lui montrer les conséquences de son acte ». Les enfants sont plus réceptifs à ces genres de traitements. Mais battre un enfant, il va se dire, bon, en grandissant, il va se dire, si je commets la même erreur, on va me taper. Donc, il faut souvent improviser. L'enfant, c'est un être humain qui a besoin de l'affection particulière. Donc, il faut souvent improviser dans l'éducation de son enfant, pas forcément de cette manière-là. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes mère? Pas encore. Vous avez été éduquée d'une certaine manière, certainement, quand vous étiez encore un peu plus jeune. Est-ce que vos parents, à l'époque, vous frappaient quand vous posiez des actes qu'ils jugeaient pas corrects? Oui. Aujourd'hui,
est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'il arrive de ces moments où, sous l'effet de la colère, le parent peut se lever et porter un coup à son enfant? Est-ce que dans ce cas précis, c'est une violence faite sur l'enfant? C'est une violence faite sur un enfant. Vous savez, des fois, nous, en tant qu'êtres humains, nous réagissons avec l'instinct. Le moment présent, il nous arrive de réagir face à un acte donné. C'est pour ça, avant de devenir parent, il faut forcément commencer par cultiver cette patience-là. En fait, parce que vous ne savez pas. Le coup que vous voulez donner à votre enfant dans la seconde d'après peut être un coup fatal. Voilà, vous ne savez pas ce que ça peut apporter. Voilà, donc il faut d'abord entrer en soi-même, malgré quelle que soit votre colère, essayer de digérer. Puis après, maintenant, il faut réagir. Mais se lever sous un coup, on ne sait pas, dans la minute d'après, si vous donnez ce coup fatal à votre enfant, il tombe, il meurt. Vous allez dire quoi? J'ai tué mon propre enfant. On ne le souhaite pas. Mais d'abord, il faut savoir cultiver la patience. Et moi, j'ai l'habitude de dire, l'éducation que nos parents nous ont donnée, moi, personnellement, je ne voudrais pas inculquer ça à nos enfants. Où on n'avait pas droit à la parole ou d'expliquer ce qu'on avait eu à faire ou qu'est-ce qui a abouti à ce que nous avons fait. Donc, c'est vraiment ça. Boris, est-ce que vous êtes d'accord avec Elodie? Je ne suis pas entièrement d'accord parce que donc je repars sur le terrain de la spiritualité, la Bible qui recommande quand même le petit bâton. Oui, la Bible, Dieu l'a recommandé. Donc là, il y a la Bible et il y a la loi établie par les humains. Oui, les humains ne sont pas à l'échelle de Dieu. Je me dis, Dieu a recommandé quand même le petit, pourquoi pas en abuser. Pas en abuser, ceux qui nous suivent le savent, Dieu a quand même demandé qu'il y ait un peu de, pourquoi pas, à un enfant. C'est pas raté. Maintenant, les parents qui en abusent, allez voir le degré de l'acte commis. Parce que des fois, on veut frapper son enfant. Souvent, les mamans, imaginez les cas de divorce. Ton enfant, tu as divorcé d'un père et puis ça ne marche pas. L'enfant est là, il t'énerve. Des fois, à des moments donnés, tu te rappelles du spectre du papa. Tu as forcément envie de lui balancer. Pourtant, l'enfant n'a rien demandé. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais à l'instant où tu le fais, tu ne sais pas que tu le fais. Parce que tu es sous les perrons de la colère. Donc là, tu commets cet acte-là et puis tu regrettes après parce que l'enfant est en train de pleurer. Maintenant, ce qui me gêne de quoi? Je reviens à la vidéo. Celui qui a diffusé la vidéo, qui a filmé la vidéo, qu'est-ce qu'il a fait à l'instant T quand il est en train de filmer, quand on frappe l'enfant? Il n'a pas agi. Lui aussi, on devait le prendre, déposer devant le procureur. C'est ça. Un acte comme ça, c'est pas bon. Voilà. D'accord. Jennifer, très rapidement, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis un peu pour Elodie, mais je reconnais quand même qu'il y a de ces enfants qui sont récalcitrants, peut-être dans certaines extrémités, et que le bâton entre griffes, je mets ça entre griffes, arrive quand même, arrive quand même à ramener à l'ordre. Je pense que les parents doivent peut-être détecter, est-ce que mon enfant réagit plus au bâton qu'aux paroles, qu'à la discussion, etc. Mais si la loi dit qu'il ne faut pas châtier les enfants, je pense qu'on devrait respecter. Et je pense aussi que la communication est un très bon moyen. La communication, il y a d'autres sortes de punitions qu'on peut faire à l'enfant, quelque chose qu'il aime, par exemple, on l'en prive et on lui explique c'est à cause de telle chose, ou lorsqu'il commet un acte, il doit assumer les conséquences. Par exemple, s'il casse quelque chose, je m'arrange pour lui faire comprendre qu'il faut réparer ça, sinon ça va lui être préjudiciable. Je pense que ces méthodes aussi sont bien, on ne va pas tout le temps frapper, mais bon, je ne suis pas totalement contre non plus. D'accord, ça ce sont vos avis, ce sont vos avis. De toutes les manières, force doit rester quand même à la loi, n'est-ce pas, coach Noé? Exactement, et moi personnellement en tant que coach scolaire et psychosocial des enfants. Et père aussi, non? Non, pas encore. Pas encore, voilà. D'accord. Et je voudrais simplement attirer l'attention de tout le monde sur quelque chose qui est que battre un enfant, c'est pas la solution. Ce n'est pas encore la solution. Au contraire, plus vous battez votre enfant, plus il développe des comportements agressifs. L'enfant qui est souvent battu à la maison, il est déjà habitué à l'agression. Ok, là vous avez utilisé un mot souvent, mais dans le cas où il n'est pas souvent battu, mais qu'il est peut-être frappé une fois en passant. Il est peut-être frappé une fois en passant. Je crois que ce n'est pas encore si alarmant. Ok, d'accord. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas en faire une habitude. Voilà. Et frapper un enfant, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas en faire non plus une habitude. C'est bien ça, coach? Bien sûr. D'accord. Alors, que faites-vous au sein de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin? Elodie. L'Association nationale des conseils enfants du Bénin
C'est une organisation non gouvernementale qui est reconnue par la propriété intellectuelle OAPI, où nous mettons les enfants dans les instances de prise de décision au niveau local, régional et même à l'international pour plaider, sensibiliser, parler des conditions de vie des enfants. Parce qu'on dit, toute chose qui est faite pour moi, derrière moi, est faite contre moi. Donc ces enfants-là représentent... Vous associez les enfants, exactement, en fait. Et notre présidente, la présidente de l'association, elle a actuellement 16 ans, elle passe en terminale C. Et nous les mettons dans les instances de prise de décision. La dernière fois, elle avait représenté le Bénin pour parler des conditions du changement climatique au Bénin. Au nom des enfants en Éthiopie, on fait voyager nos enfants également pour représenter, pour porter plus haut la voix des enfants. Parce que ce sont ces enfants, si nous ne les formons pas aujourd'hui, ce sont eux qui deviendront les dirigeants de demain. Donc il faut préparer cette relève-là. Et quand vous voyez également la Convention des droits de l'enfant, dans son article 15, l'enfant a le droit à la liberté d'association. Et c'est cette liberté d'association que nous, déjà à la base, nous apprenons à nos enfants. Et l'association, elle est présente dans les 77 communes du Bénin. Oui, où nous avons des mères-enfants, des autorités mineurs-enfants qui, déjà dans leur commune, mettent des activités, parlent au nom des enfants, font des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Voilà. Mais ce sont également des enfants où nous luttons pour que ces enfants aillent de l'avant dans les études. Le niveau scolaire, d'accord, parce qu'il faudrait avoir un bagage intellectuel donné, mais l'association est ouverte à tout type d'enfants, que ce soit enfants handicapés, enfants de la rue, il n'y a pas de limite. Est-ce que vous répertoriez souvent des cas d'enfants mineurs, justement, qui sont victimes de violences? Oui, et c'est justement dans cette optique, quand vous allez dans la commune de Savalou, dans les collines, nous avons un centre de couture là-bas. Un centre de couture où nous avons déjà des filles qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles, de maltraitance, des orphelines, où elles apprennent la couture. Il y a des patrons là-bas qui les aident quand même à se perfectionner, à avoir quand même cette activité génératrice de revenus pour leur dire, voilà, être victime de viol, c'est pas la fin du monde, c'est la façon dont tu te relèves en allant plus de l'avant, c'est ça qui te détermine. Est-ce que quand à vous entendre, on a l'impression que l'association s'occupe uniquement des filles? Non. C'est le cas? Non. C'est les enfants en général. Mais nous avons, dans le département du Zou, comme il y a plus des collines, comme il y a plus d'enfants qui sont victimes là-bas, ou quand même nous avons une mainmise un peu là-bas, il y a ce centre-là que nous avons créé. Et moi, personnellement, actuellement, je suis en train d'apprendre la coiffure pour quand même ouvrir le volet coiffure. Pour que les filles aussi, et même les garçons. Voilà. Et avec le temps, si nous avons plus de moyens, pourquoi ne pas ouvrir un centre de réinsertion des mineurs où ils iront à l'école, apprendre la menuiserie, la soudure. Tout est parti d'une vision, mais petit à petit, nous espérons que ça va aller plus de l'avant. D'accord. Coach Noé, une fois ces enfants sous votre responsabilité, puisque vous êtes coach, comment cela se passe? Exactement, nous organisons des séances avec les enfants, nous organisons aussi des forats avec eux et nous essayons de les mobiliser peut-être 4 jours, 5 jours. Dans chaque année, nous avons tout au moins deux forats que nous organisons et les enfants eux-mêmes, ils choisissent leur ville qu'ils aimeraient qu'on y tienne les séances de formation. Donc, au cours de ces formations, nous invitons les autorités, nous invitons les préfets, les maires, toute autorité et locale à venir partager leurs expériences avec ces enfants. Et également, nous profitons pour les sensibiliser sur les dispositions légales qui existent, sur le code de l'enfant, sur tout ce qui peut aider les enfants à développer leur propre potentialité, également à avoir de l'estime de soi. Donc, nous les formons sur ces volets, également la santé sexuelle, et nous les accompagnons sur ces plans. D'accord. Quand on parle d'enfants mineurs, c'est de quelle tranche d'âge à quelle tranche? Oui, si nous allons nous référer à l'UNICEF ou autrement dit à l'ONU, c'est de tout enfant, toute personne qui est de 0 jusqu'à 18 ans est encore mineur. Et encore mineur. Voilà. D'accord. Vous avez entendu, cher chroniqueur, tout ce que l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin fait pour aider ces enfants-là qui sont victimes d'abus, qui sont victimes de violences physiques ou émotionnelles, tout ce que vous voulez.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne démarche et c'est pas mal, seulement qu'on veut plus une empreinte sur le terrain parce qu'il y a d'autres cas de figure. Hein. Il y a des enfants aujourd'hui maintenant qui ne sont pas forcément physiquement violentés, mais qui subissent des sévices énormissimes. C'est pas vous dire, il y a des choses qu'on vit. Allez au marché dans ton pas pour vous promener par là, les enfants qui sont assis aux abords des voies. Qui vendent, qui ont des étalages sur la tête. Oui, vous allez voir un enfant dont le père, la mère est décédée, la tante a dit je te prends, je te garde pour des années. Je vais tout te payer et finalement on les voit maintenant en train de vendre de l'eau. Tout à fait. Et on les gifle, tu ne vends pas, tu ne manges pas. Et tout de suite là, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là, Elodie? Est-ce que il vous est déjà arrivé de vous déplacer vers ces marchés, surtout le marché d'Antokpa, pour essayer de comprendre ces enfants-là? Parce qu'il y en a beaucoup, on en voit vous rapprocher de ces enfants et surtout des personnes, de leurs tuteurs ou tutrices. Alors, la première fois que, d'abord, nous avons, ou personnellement, je me suis rapprochée d'un parent. D'abord, sa réponse a été brusque. Elle m'a dit, si vous pensez que l'éducation que je donne à cet enfant ne vous correspond pas, allez d'abord faire votre enfant, éduquez-le, je vais comparer. Donc, vous voyez, déjà, quand il y a déjà ce blocage que les parents mettent entre vous et ces enfants, c'est déjà un problème. Mais à chaque fois, quand nous essayons d'aller dans un marché, nous voyons des enfants. Moi, d'habitude, je garde souvent de petites choses dans mon sac. Quand je vois ces gens d'enfants qui sont isolés, je leur donne. Ou bien, tu n'as pas mangé, tu veux prendre quelque chose, je peux ramener vers une vendeuse de TV ou acheter. Parce que nous, notre association, nous avons une vision plus grande, mais nous sommes vraiment limités par les moyens. Et par les partenaires qui nous aident aussi. Il y a Plan Béné, il y a FODEB également, qui nous aident sur des projets FIS. Donc, vous voyez, nous avons une vision plus grande, mais nous ne pouvons que faire avec le financement que nous avons de base et les projets qui sont ciblés. Mais nous espérons à la longue et avec le temps, c'est pour ça que nous avons parlé du centre. Avoir ce genre de centre où quand nous allons répertorier ces enfants-là qui ne veulent plus aller dormir chez eux. Parce que la dernière fois, je suis sortie de la maison aux alentours de 3 heures du matin où j'ai vu des enfants qui étaient sous des étalages. Qui dormaient là parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits. Et j'ai fait exprès, j'ai filmé parce que j'ai demandé à un ami qui m'a accompagné. Nous avons filmé également ces enfants-là. Mais au lieu que ces enfants dorment dans ce marché, pourquoi ne pas les ramener dans ce centre-là pour qu'ils puissent y passer au moins de bons moments, la nuit, un repas, tout ça. Parce que les enfants qui sont là deviendront encore, excusez-moi du terme, les délinquants de demain. Justement parce qu'ils n'ont connu que la rue. Voilà, ils n'ont pas eu de père ni de mère, encore moins un repère pour leur dire c'est pas bien ce que vous faites, voilà. Il faudrait quand même être éduqué comme ça. Et demain, quand nous allons dire il y a le taux de délinquance qui augmente, le taux de délinquance n'augmente pas, c'est parce que nous, OSC, nous jeunes, même l'État n'a pas déjà dès la base pris ses responsabilités, il s'est orienté vers ces enfants-là pour quand même les aider à se réinsérer dans la société. Et déjà, quand vous allez dans les maisons d'arrêt, vous remarquez souvent que quand ces enfants-là sortent, ils recommettent des crimes et reviennent. Parce qu'il n'y a pas ce processus. Aujourd'hui, il faut quand même dire que l'État est en train de mettre quand même, ou sinon qu'il y a quand même de ces centres-là étatiques aujourd'hui qui permettent à ces enfants d'être réinsérés progressivement dans la société. Jennifer, ou bien Boris avait fini et allé au bout de son idée. Je suis en train de finir pour aussi lancer un message à l'endroit des parents qui nous suivent parce que, surtout aux enfants orphelins, il y a des tantes et des oncles qui promettent tout aux enfants orphelins. Ton père est décédé, ta mère est décédée, on dit je veux te garder. S'il vous plaît, ayez un regard bienveillant sur ces enfants parce que c'est quand ils deviennent quelque chose demain là qu'ils ont de la valeur. Mais quand au début là, on les néglige, on les maltraite. Et si vous maltraitez quelqu'un aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il a aussi un Dieu qui veille sur chacun de nous. Pensons à ces enfants, c'est très important. D'accord. Jennifer, déjà, j'applaudis l'initiative de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. Et je vous souhaite du courage. C'est pas toujours facile, hein, vous imaginez, Rebecca. Si vous tenez pendant des années, je pense que quand même quelque chose va changer et beaucoup de courage. Maintenant, j'ai une toute petite question. Je sais que le temps il est parti. À part les parents, est-ce que les enfants même ne vous posent pas problème? Est-ce que très facilement ils vous suivent, ils sont dociles, ils veulent apprendre? Est-ce que c'est pas compliqué de ce côté aussi? Non, pas du tout. Les enfants, déjà, quand vous les abordez, quand vous leur expliquez un peu votre perception, il y a toujours la manière. Avec chaque enfant, il faut trouver la manière de le convaincre. Et quand vous essayez de discuter avec cet enfant-là, facilement, des fois même vous coulez des larmes quand des enfants vous racontent leur vécu, leur quotidien, mais vous avez envie de changer les choses parce que vous êtes limité, vous êtes obligé de laisser ça. Donc voilà.
Merci. Alors, comment alerter les autorités, coach, les autorités pour dénoncer ces cas de violence? Il y a un numéro vert disponible désormais, le 138, c'est bien ça? Exactement, le 138, c'est le numéro vert qui est disponible, le LAE, on le dit, ligne d'assistance aux enfants, qui a été lancé officiellement par le ministère des Affaires sociales et de microfinance. Et donc, cette ligne est disponible déjà et c'est disponible pour les victimes et pour les témoins également. Donc, je suis victime, j'ai le droit d'appeler ce numéro en toute sécurité. Voilà, le 138. Et si je suis également témoin d'une atrocité, témoin des violences physiques, quel que soit le type de violence que je rencontre, j'ai l'obligation plutôt d'appeler le 138 et d'alerter. Toutefois, la confidentialité est de mise et il n'y a rien à dire. Il y a les autorités qui sont là et ils écoutent. Et puis, les démarches qu'il faut donc aborder dans ce sens sont également abordées. Voilà. D'accord. En tout cas, félicitations à vous au niveau de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. Vous faites du bon boulot. On va vous dire tout simplement du courage. Boris, Jennifer, coach Noé, Elodie Capot, merci beaucoup. Merci pour ce débat enrichissant qui certainement apporte plus de précision sur les faits de violence sur mineurs. Chers téléspectateurs, rappelez-vous, si vos enfants sont victimes ou que vous êtes témoins de faits de violence faites aux mineurs, n'hésitez surtout pas à contacter le 138. Le 138, c'est un numéro vert. Vous ne payez aucun franc. Quand on parle de numéro vert, c'est que vous lancez juste, ça sonne, au bout du fil, quelqu'un vous répond. Ce numéro va vous permettre de dénoncer et surtout de sauver des vies. Parce que ces enfants n'ont pas demandé à naître. On est bien d'accord et unanime sur la question. Merci beaucoup à vous. Je vais vous permettre de vous retirer pour installer à présent la toute dernière rubrique de cette émission. Nous allons enfiler nos bottes direction les champs. Franchement, je n'avais pas envie de clôturer le débat parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais une chose est sûre, nous allons revenir sur la question parce qu'il y a beaucoup d'aspects quand on parle de violences faites aux mineurs, il y a tellement d'aspects. En tout cas, entre-temps, Taragbe Valère Wansou nous a rejoint sur ce plateau. Aujourd'hui, on est en vert. On a changé le film. On a changé un peu le style. Bien sûr. Monsieur Taragbe Valère Wansou, ça va? Ça va bien, Rebecca. En tout cas, je sais que ça va très bien. Je sais que depuis les coulisses, vous avez entendu ce débat. Juste un mot sur le débat avant de commencer votre rubrique. Maltraitance des enfants? Oui, maltraitance des enfants, violence physique. Oh, moi, je suis témoin de ça tous les jours. Bon, vous êtes témoin de ça tous les jours? Bon, pas dit maltraitance, mais sur les chantiers de construction des enfants qui n'ont pas encore 18 ans, qui sont des apprentis, ou chez les mécaniciens de quartier, on connaît dans nos quartiers à Cotonou, qui dorment même dans les garages, voilà, exposés à tout ce qu'il y a comme néfaste dans la société. Dans la société. En tout cas, désormais, vous savez qu'il y a un numéro vert que vous pouvez appeler. 138. Le 138. Il faut que tout le monde garde ça. Le 138, on dénonce, on dénonce et on dénonce. Taragbe Valère Wansou, nous parlons aujourd'hui des mouches soldats en protéines. Bien sûr, on va parler aujourd'hui des BSF. Bien sûr. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler des mouches soldats noirs, ce qu'on appelle en anglais Black Soldier Fly. J'ai entendu. J'ai entendu. Son nom scientifique, c'est Mesia ullicens. Ça fait partie de la famille des Stratiomyidae. C'est aujourd'hui une révolution en matière de protéines d'origine animale, surtout dans le cas de l'élevage. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les œufs de table que nous consommons, les poulets chers, les pentas, tout ça. C'est rendu possible, on gagne beaucoup de masse corporelle, beaucoup de viande en 3 mois grâce à la farine de poisson. Et aujourd'hui, la pêche abusive en matière d'exploitation des poissons pour nourrir les animaux, ce n'est pas écologique. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher en raison de la guerre entre certains pays que je vais mentionner ici et aussi de la rareté de ces espèces-là. Donc, pour éviter tout ça. Ce qui est écologique, efficace, accessible,
est l'élevage des mouches soldats noires. Comment on les élève? Alors, pour les élever, c'est très simple. Il faut partir des pulpes. Des pulpes, on peut les avoir chez les éleveurs, ceux qui élèvent avant vous. En fait, c'est le stade d'évolution de la mouche soldat entre la larve et l'adulte, c'est-à-dire la mouche qui vole. Donc les pulpées, il faut les mettre dans des bacs spécialisés qui contiennent des nutriments qui vont être installés sous les volières. Les volières, c'est un filet. C'est tout un filet. Je t'ai montré ça, Rebecca. Donc les filets là, sous ces serres-là, on élève ces mouches. Donc les mouches ne doivent pas s'échapper de la volière. Et là, on met maintenant un attractant, c'est-à-dire les déchets, par exemple la drèche. Et puis on va couvrir tout ce mélange-là avec un filet. Et c'est sur ces filets-là, on va déposer ce qu'on appelle les pondoirs. Alors c'est pas compliqué, hein? Même avec 10 000 francs, on peut commencer l'élevage des mouches soldats. Donc ces pondoirs-là, c'est des lamelles de bois. Et c'est à l'intérieur de ces lamelles de bois que les mouches soldats vont intégrer leur abdomen pour pondre les œufs. Donc un sujet adulte peut pondre entre 500 et 900 œufs par sujet. Tout ça, ce sont des protéines. Des protéines. Et maintenant, c'est ces œufs-là qu'on va racler avec ce qu'on appelle racloir, je ne sais pas, ou les lames. Et on va les déposer maintenant dans un milieu nutritif. Et compte tenu du stade d'évolution, 8 jours après ou 7 jours après, nous avons des larves qui sont comestibles pour les animaux, qu'on peut soit donner directement, par exemple, à la volaille, ou sécher et broyer et utiliser comme farine de larves de mouches soldats ou d'asticots. Donc, c'est une initiative révolutionnaire qui est non seulement peu coûteux, et qui permet aux producteurs d'avoir de la farine de poisson naturellement et de façon écologique. Et encore le bonus, le jackpot, c'est quoi? Quand vous élevez ces mouches soldats-là, les larves vont consommer beaucoup de matière organique. Et les résidus de ces matières organiques-là sont très, très fertiles pour faire le maraîchage et toute autre activité dans l'agriculture. Vous avez des questions pour Valère? J'ai déjà des questions. Vous savez, Rebecca, quand on parle d'élevage de mouches, on est d'accord que ce n'est pas de nos habitudes. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut élever ces mouches-là à la maison? Je ne pense pas. Même au salon. Oui, on peut les élever au salon. Est-ce qu'ils ne vont pas envahir l'espace ou peut-être les odeurs? Non. En fait, les mouches soldats ne sont pas offensives. C'est des mouches qui sont naturellement très douces, elles ne sont pas agressives. Il faut juste, elles ne piquent même pas, vous pouvez même rentrer sous la volière. Il faut un endroit ou bien une cage qui permet de faire transmettre de la lumière et les mouches soldats vont pondre les œufs. C'est très simple. Où est-ce qu'on achète ces œufs-là? Où est-ce qu'on achète ces mouches? Vous pouvez me contacter après l'émission. Ou on ne parle pas de business. On ne parle pas de business, en tout cas chez les éleveurs. Chez les éleveurs. Moi j'ai une question un peu pour comprendre un peu. On a tellement de mouches aujourd'hui, hein. On a tellement une kyrielle de mouches. Je me dis comment identifier une mouche soldat? Oui, allez-y. C'est que ça, j'ai parlé de Emmesia ulysses. Emmesia ulysses, c'est une espèce. Oui, quand nous voyons déjà, quand on voit déjà, est-ce qu'on peut dire c'est une mouche soldat bien? Non, vous ne pouvez pas voir et connaître que c'est. Peut-être vous allez vous faire piquer par des guêpes. C'est pas une mouche soldat noire. En fait, il faut aller chez les gens qui produisent déjà. Les spécialistes qui font cette production spécifiquement. Vous allez vers ceux-là. Et pourquoi on en parle à la télé? C'est parce que tout le monde doit être au courant et que tous les Béninois, aujourd'hui, dans leur système d'élevage, vont avoir leur unité de production de mouches soldats. Et là, les milliards qu'on envoie à l'étranger pour acheter de la farine de poisson, on va conserver ce qui va faire exploser notre économie. Et c'est ça l'économie. C'est le fait de consommer tout ce qu'on consomme, on produit sur place. Et avant d'envoyer les excédents, faire d'autres pays, de gagner de l'argent avec. Encore que nous sommes dans le mois du consommons local. Voilà. Donc, nous sommes dans le mois du consommons local. Et c'est plus fort. La protéine, elle est très riche en protéines, plus que la farine de poisson. Bien sûr. Moi, j'ai envie de dire plutôt mouches sauvages parce que... Non, c'est des mouches domestiquées comme les poules, comme les... C'est des mouches domestiquées. Voilà, on les élève, ces mouches ne sont plus agressives, elles se sont habituées à l'homme. Vous pouvez même rentrer parce que, même la plus belle preuve, pour récolter les œufs, avant de les incuber, pour avoir les larves que les animaux vont consommer, il faut rentrer sous la volière. Donc il faut ouvrir la volière. J'ai encore une question, elle est un peu pertinente. Dites-moi, après le temps qu'on a laissé les mouches pondre des œufs, est-ce qu'il faut les garder tout le temps, toute la vie, ou bien après vous les jetez? Non, en fait, un sujet adulte a une durée de vie comprise entre 5 et 8 jours. Donc, automatiquement, quand la mouche pond ses œufs, elle meurt. Et le cycle, c'est un cycle. C'est-à-dire, on part du stade d'œuf à larve, à pulpe, ou au stade prépupal, stade pupal et stade adulte. L'adulte va prendre des œufs, les œufs, larve, prépupal, pulpe, adulte.
pondre des œufs, ainsi de suite. C'est un cycle. C'est un cycle qui se renouvelle. Voilà, ainsi de suite. Une dernière question. On a parlé des larves que les animaux consomment également. Est-ce que ces larves sont différentes des larves qu'on voit peut-être, vous avez parlé de matière organique. Est-ce que c'est différent et comment on les identifie? Bien sûr, c'est différent. Ces larves sont différentes. Pour ne pas commettre d'erreur, il faut aller chez un éleveur spécialisé, acheter les pulpes. Et c'est les pulpes là que vous allez mettre dans la matière organique. Et ces pulpes là, vous allez voir, au fil du temps, vont commencer par faire sortir des mouches. Au début, il n'y a pas de mouches soldats dans la volière. Donc, c'est quand on met les pulpes, quelques jours après, ces pulpes là vont commencer par éclore, par s'éclater. Et les mouches adultes vont commencer par sortir. Et puis, ces mouches là, à cause de l'effet de l'attractant, c'est à cause de ça qu'on pose les pondoirs sur l'attractant. Donc, les mouches là vont aller là où il y a la nourriture, là où il y a l'odeur qu'elles veulent. Donc, c'est là elles vont être piégées et pondre les œufs dans les lamelles de bois. Et c'est là, c'est ça qui est intéressant. Je me suis toujours posé la question de savoir comment naissent les mouches, mais... C'est les diptères, c'est le cycle, ça. C'est le cycle. Œuf, larve, stade prépupal, pulpe, adulte. Voilà. Que j'aime pas trop. Les mouches, non. Mais ça va vous rapporter, en fait, ça va vous permettre de faire des économies. Ça vous rapporte beaucoup de voilà, donc oui, de bon, millions. on est agriculteur, bien sûr, sinon... attention aussi, il ne faudrait pas aussi que le temps soit dur et que, parce qu'on a des mouches là, qu'on prenne pour en faire une chose que je vois là. Je ne crois pas. Je sais pas. Bien sûr, c'est comestible aussi, c'est pas toutes les mouches. Vous en consommez pas nous, en fait, je sais pas. Vous en consommez parce que vous consommez les produits pharmaceutiques, parce que vous consommez les compléments alimentaires, parce que vous consommez des fast-food. C'est comme quelqu'un qui disait, vous voyez les cafards, vous les tuez, bien sûr. vous consommez les crevettes. Les cafards, un kilo de cafard, je crois que c'est $100. Vous voyez? Il y a un gars qui élève ça en Afrique du Sud, il est immensement riche. Vous avez vu la vidéo? Mais ce n'est pas les cafards de douche. Non. C'est des cafards comestibles. Papa, nos cafards, non. Non, c'est nos cafards, mais qui sont élevés. On a des cafards spéciaux à la maison, des cafards qui ont pris... Non, il y a des cafards qui ne sont pas comestibles, qui sont dangereux d'ailleurs pour la santé, à exclure. Oui. Et il y a des cafards qui sont comestibles. Bien sûr. Ça dépend de la sauce et de la friture. Non, mais vous mangez ça tout le temps puisque vous aimez les nourritures de blanc. Faut pas nous faire peur par ici. Talagbe Valère Wansou, merci. Toujours un plaisir de t'avoir par ici. Alors, Boris Koumagno, Jennifer, je vous permets de placer justement un mot. Pour moi, la dernière rubrique a beaucoup retenu mon attention. Désormais, il faut élever des mouches. Je crois que c'est une bonne idée. Et Jennifer? Je ne compte pas m'y aventurer. Non, mais si vous ne rassurez pas, les premiers à le faire, ils vont gagner de l'argent sur vos dos. Parce que là, on a besoin de la farine de poisson. Il n'y en a pas. Il faut qu'on mange les œufs de table. Jennifer, tu as entendu? Donc, pour manger les œufs de table, il faut la farine de poisson dans la provence des volailles et des ruminants. Donc, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, après l'émission, vous allez vous voir et en discuter. Bon, Boris, merci. Jennifer, merci. Ariane Da Silva, merci depuis ta position parce que quand même, tu nous as envoyé une entrepreneur. Merci beaucoup. Talagbe Valère Wansou, à la prochaine fois, comme d'habitude. Fin de cette émission. Merci pour votre fidélité, toute l'équipe de réalisation de votre émission préférée. Le rendez-vous de midi vous donne rendez-vous demain à 12h. Bye bye.